Allez, on plonge directement dans ce décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau. On va littéralement déconstruire un outil sociologique hyper classique pour voir ce qui cache sous le capot. Ça fait des décennies que les institutions utilisent un instrument bien précis pour piger comment notre société évolue, les fameuses tables de mobilité. C'est un peu le maître étalon pour observer les trajectoires sociales. Mais derrière la rigueur rassurante de toutes ces petites lignes égolonnes se trouvent des angles morts absolument fascinants. L'idée ici, c'est de décortiquer les limites de ces tables comme instrument de mesure, en se basant strictement sur les sources de notre dossier pour révéler ce que les statistiques officielles ont vraiment du mal à capter. Cette question s'impose d'emblée, et elle va servir de boussole à notre exploration. C'est vrai qu'on a souvent tendance à faire une confiance quasi aveugle aux pourcentages et aux probabilités. Ça fait sérieux, ça rassure. Mais là, il faut vraiment voir cette analyse comme une occasion de prendre un peu de recul. L'idée, c'est de traiter les statistiques officielles non pas comme une vérité absolue tombée du ciel, mais plutôt comme un témoin qui serait un peu myope face à une réalité super complexe. Oui, les chiffres racontent une histoire, c'est indéniable, mais c'est loin d'être toute l'histoire. Passons à notre premier point. Mesurer la mobilité sociale avec l'outil standard. La base de la base, pour comprendre le problème, c'est justement de regarder une de ces fameuses tables. C'est la métrique REN, celle qu'utilisent les institutions pour suivre la façon dont les gens bougent d'une case à l'autre. Le principe est simple, on prend le métier de quelqu'un, on le compare à celui de ses parents, et on regarde s'il y a eu ascension sociale, déclassement ou reproduction sociale. Visuellement, c'est frappant d'ordre. On a une grille carrée, hyper organisée, qui associe la structure de la société à des catégories socio-professionnelles précises. On y voit des flux clairs, comme par exemple 5% des enfants d'agriculteurs qui deviennent cadres ou 40% des enfants d'ouvriers qui restent ouvriers. Tout a l'air parfaitement rangé et mesurable. Sauf que, réduire toute la structure sociale à ces seules catégories, c'est le tout premier énorme défaut de ce modèle. Ce qui nous amène à la partie 2, le revenu oublié, l'argent manquant. On commence à éplucher l'oignon, et la première couche qui saute aux yeux, c'est une absence totale, l'argent. Le patrimoine financier, les revenus sonnants et trébuchants, pouf, envolés. Faut bien se rendre compte que la position sociale de quelqu'un, ça ne se résume quand même pas à l'intitulé sur sa fiche de paie. Et pourtant, c'est le gros point aveugle de ces tableaux. En rangeant les gens uniquement par métier, ces tables esquivent une vraie galère. C'est extrêmement difficile de hiérarchiser les professions entre elles. Du coup, comme ça coince pour faire un classement net, on zappe complètement les tranches de revenus, les fameux déciles. C'est fou, parce que savoir ce que deviennent les enfants selon le niveau de revenus de leurs parents, ce serait quand même la base pour parler de vraie mobilité sociale. L'argent est une composante centrale qui échappe totalement à ces grilles. Poursuivons avec la partie 3, une question de loupe, un zoom sur les données. Un autre truc hyper important à capter, c'est la limite inhérente au fait même de classer des choses. C'est un peu comme utiliser une loupe sur une carte géographique. Si on fait un gros plan, on voit les ruelles, mais si on dézoome au max, on ne voit plus que les autoroutes. Eh bien, les choix de classification changent totalement le paysage social. Si on s'amuse à découper une grande catégorie fourre-tout en plusieurs morceaux, la réalité explose d'un coup. Prenons la case ouvrier. En la séparant en deux, bim, on découvre que les ouvriers qualifiés vivent souvent une belle ascension sociale. Par contre, pour les ouvriers non qualifiés, ce n'est pas la même histoire. C'est très souvent la stagnation, voire la case chômage. Mais tout ce mouvement, tout ce bouillonnement interne, il reste totalement invisible si on se contente de la grosse étiquette globale, ouvrier. L'équation est donc assez cruelle. Des catégories statistiques trop larges, ça fige artificiellement le mouvement. Moins le classement est détaillé, moins on y verra de flux de mobilité. C'est mécanique. Ces immenses boîtes rigides cachent une réalité super dynamique. Et le pire paradoxe là-dedans, c'est que ça donne carrément l'illusion d'une société bloquée, alors qu'en fait, c'est juste l'outil mathématique qui manque cruellement de précision. Ce qui fait une transition parfaite vers la partie 4, l'illusion de l'objectivité, au-delà des cases rigides. Forcément, ça oblige à repenser la façon dont on aborde ces données officielles. Les organismes institutionnels, comme l'INSEE, adorent ce qu'on appelle les mesures objectives. D'un côté, on a donc l'INSEE qui trie scrupuleusement les gens dans des tiroirs socio-professionnels bien hermétiques. Pour un statisticien, c'est hyper rassurant, ça permet de faire rentrer des parcours de vie souvent chaotiques dans des tableurs bien nets. Mais il faut absolument remettre de l'humain là-dedans. De l'autre côté, on a la mobilité dite subjective. Là, on discute avec les gens via des entretiens approfondis pour comprendre ce qu'ils vivent réellement au quotidien. Parce que la vie réelle des personnes à l'intérieur de ces cas statistiques, eh bien, elle colle rarement à la jolie étiquette bien propre qu'on leur a collée sur le dos. C'est là que cette notion de sentiment de mobilité devient absolument indispensable pour avoir l'image complète. Sur le papier de l'INSEE, une personne peut avoir fait un bond social incroyable, mais au fond d'elle-même, se sentir toujours complètement en marge. Ou l'inverse. Pour capter tout ça, il faut tendre l'oreille, écouter ses ressentis à travers des enquêtes qualitatives. Il ne s'agit plus de lire froidement un graphique, mais d'écouter les vraies histoires de ceux qui naviguent dans l'espace social. Passons à la 5e partie, les fractures invisibles, les fameuses difficultés cachées. On soulève encore le tapis. Et là, on tombe sur un phénomène particulièrement troublant. Utiliser ces catégories, c'est prendre le risque que des étiquettes professionnelles identiques masquent des réalités économiques parfois d'une dureté absolue.
Au sein d'une seule et même case, on peut trouver des destins à des années-lumière les uns des autres. Certains enchaînent les emplois atypiques, les contrats précaires, se retrouvent au chômage ou sortent carrément du système. Ces fractures-là, elles n'apparaissent tout simplement pas dans le tableau. Donc une fameuse ascension sociale dans les chiffres, ça ne veut pas toujours dire grand-chose. Si on passe dans la catégorie du dessus mais qu'on galère dans la précarité, concrètement, le niveau de vie, lui, n'a pas du tout décollé. Un tableau de mobilité classique est tout simplement incapable de signaler ces énormes écarts. Nous voici à la 6e et dernière partie, l'évolution des professions, les décalages générationnels. On arrive à la toute dernière faille de cet outil, et c'est sans doute la plus redoutable. C'est ce postulat un peu dangereux qui nous fait croire qu'on peut comparer un métier aujourd'hui avec ce même métier il y a 30 ou 40 ans, comme si rien ne bougeait. Mais le monde du travail évolue à une vitesse folle. Être employé ou cadre aujourd'hui, ça n'a plus du tout le même poids, le même prestige ou le même salaire relatif qu'à l'époque de nos parents. Le tableau, lui, nous fait croire qu'on compare des pommes avec des pommes à deux époques différentes, alors qu'en réalité, l'essence même du métier, ses conditions, son aura, tout a été chamboulé. Ce qui nous laisse sur cette vraie question, un peu provocatrice en guise de conclusion. Avec tous ces métiers qui mutent, ces galères bien cachées au fond des cases et cet argent qui est totalement ignoré des calculs, est-ce que des données historiques, qui se basent juste sur des intitulés de poste, pourront vraiment un jour saisir comment notre société évolue en profondeur ? La mobilité sociale, ce n'est pas juste des mathématiques, c'est une mécanique vivante, organique, que les statistiques ne font finalement qu'effleurer. Il va falloir garder l'esprit super critique la prochaine fois qu'un de ces tableaux pointera le bout de son nez.